Bonjour Olivier. Bonjour Steve. Tu es Olivier Ledroit, dessinateur de bande dessinée, et l'univers que tu as exploré avec ton art, c'est essentiellement l'univers médiéval fantastique. Avec une tendance à y inclure une bonne dose d'érotisme, raison qui m'a poussé à vouloir t'interviewer. Oui. Mais avant de parler de ça, est-ce que tu peux résumer ta carrière? Si je ne me trompe pas, elle décolle avec la collaboration que tu proposes à Froideval pour les Chroniques de la Lune Noire. Oui, tout à fait. En fait, j'ai rencontré François. Bon, à l'époque, je m'intéressais aux jeux de rôle, Donjons et Dragons, ces choses-là. Et François Froideval, lui, avait été créateur de la revue Cassius Belli. Et c'est en allant au Salon des Jeux de Réflexion, moi je voulais travailler comme illustrateur, qu'on me l'a présenté et qu'il m'a proposé de faire ma première BD. Et à ce moment-là, on avait des amis qui montaient une maison d'édition qui s'appelait Zenda. C'est ceux qui avaient publié les premiers de la BD américaine pour adultes, les Watchmen ou Dark Knight. Voilà, la BD qui avait relancé Batman. Et donc, moi, j'ai commencé comme ça avec lui. Et puis, en fait, ni l'un ni l'autre n'avions jamais fait de BD. Pour nous, on a appris sur le tas, quoi. Et on avait, ça tombait bien, on avait un peu les mêmes envies, quoi. C'est-à-dire que on voulait faire une BD assez violente, assez hédoniste, assez amusante, quoi. Voilà. Et en fait, on a eu la bonne surprise que le succès soit immédiat, quoi. Et que je me souviens que les libraires, les représentants voulaient pas entendre parler de cette BD, quoi. Ils disaient non, ça va jamais marcher, etc. Vous avez vu comment c'est écrit, comment c'est dessiné. Et puis en fait, l'éditeur a quand même tenu bon. On avait fait une mise en place de 1200 exemplaires, ce qui est vraiment tout petit. Et puis qui avait été séché en une semaine parce que tous ces braves gens n'avaient pas vu venir tout le mouvement de l'heroic fantasy, de Tolkien, du jeu de rôle, etc. Mais on est en quelle année là? Là, on est en 90. Et comment ça se fait qu'ils n'avaient pas vu venir, dans le sens où Tolkien, déjà, à l'époque... Eh ouais, mais non. Ouais. Ouais, non. À l'époque, l'heroic fantasy, c'était la quête des os du temps, quoi. Oui. Ou alors Conan le barbare. Voilà, il n'y avait que ça, en gros. Ouais. Il y avait pas de... Et moi, j'ai entendu 1000 fois, oh là là, l'heroic fantasy, ça marchera jamais en France, ou des choses comme ça. Enfin, bon, on a toujours des imbéciles comme ça qui ponctuent toute une carrière, quoi, qui viennent te raconter des blagues. Et en fait, comme ça a très bien fonctionné, moi, j'ai fait les 5 premiers tomes. Et puis, j'ai été très jeune, quoi. Moi, quand j'ai signé, j'avais 18 ans. Et je me voyais pas, je savais que la saga allait être très longue et je me voyais pas continuer. J'avais d'autres ambitions, quoi. Donc j'ai arrêté au bout du 5e tome. Et puis c'est à une époque où les chroniques sont sorties en jeu vidéo et on a eu une énorme publicité pour le jeu vidéo. Et c'est là que la série a pris tout son essor, quoi. Donc après, François Froideval a trouvé un autre dessinateur qui a perpétué la série, et aujourd'hui, on doit en être au tome, je crois que c'est 22. Je me suis arrêté au tome... Alors, pour l'histoire principale, parce qu'il y a eu des spin-offs ensuite, expliquant un petit peu l'histoire des différents personnages principaux, mais moi, je me suis arrêté au tome 0, parce qu'en fait, il se finit par le tome 0. Ah oui. Ouais. Et mais alors, tu disais, on a eu du bol, mais pour moi, la réussite des Chroniques de la Lune Noire, elle se limite pas au fait que vous ayez suivi, que vous soyez arrivé au bon moment de l'essor de l'heroic fantasy, médiéval fantastique, parce que je veux pas faire ta pub, mais l'histoire est super, il y a une vraie histoire, et puis le dessin. Sans vouloir te lancer des fleurs. Disons que ça n'avait jamais été trop fait, ce qu'on avait fait à l'époque. On ne retrouvait pas ça... Si, il y avait peut-être Druyet qui avait fait des choses comme ça, des grandes batailles, etc. Mais en BD, ça n'existait pas, quoi. C'était plus de la SF, Druyet, non? Oui, c'était teinté de SF, ouais. Mais Salammbô, c'est à moitié SF, à moitié Heroic Fantasy. Mais tout ça pour dire que à cette époque-là, ça n'existait même pas au cinéma, quoi, tout simplement. Il n'y avait pas encore Le Seigneur des Anneaux et tout ça, donc c'était vraiment extrêmement nouveau, quoi.
les types, quand ils voyaient effectivement les batailles, les machines de siège, les démons, etc., c'était nouveau, quoi. Bah, le fait est que ça n'existait pas au cinéma parce que pour faire, pour donner. Il n'y avait pas les effets spéciaux à l'époque. Il n'y avait pas ce qu'il fallait, quoi. Hein. Et puis, dans les chroniques aussi, il y a un état d'esprit, quoi. Il y a un état d'esprit, parce que moi, quand j'étais gosse, ce que j'aimais bien lire, par exemple, c'était Conan le Barbare. Et dans Conan le Barbare, ben, il y a de la violence, il y a de la nudité, quoi. Et dans les autres BD, on trouvait pas ça, quoi. Alors, quand j'avais commencé là à voir ça quand j'étais môme, je me suis dit, ça c'est voilà. Et alors, j'aimais bien aussi, comment il s'appelait, Frazetta. Frazetta, il y a beaucoup de femmes pulpeuses et tout ça. Et bon, bah voilà, toi, nous on a fait ça très librement, quoi, parce que ça nous plaisait. Il n'y avait pas d'arrière-pensée spécialement, dire bon, de réussite on va économique. on va être les premiers à faire ça. On a fait ce qui nous plaisait, quoi, vraiment. La BD qu'on avait envie de lire, quoi, en quelque sorte, tu vois. Et c'est ça qui a fait la réussite de l'histoire. Et puis bah, il y a une alchimie qui s'est créée entre nous. C'est pour ça que ça fonctionne bien, parce que quand un scénariste envoie, par exemple, un gag à un dessinateur, bah, s'ils sont pas sur la même longueur d'onde, le gag ne marche pas, quoi. Et pareil pour les batailles, etc. On avait la même culture cinématographique on lisait des romans à peu près tous les deux la même chose. Et c'est comme ça que les Chroniques de la Lune Noire se sont lancées, quoi. Okay. Et ensuite, bah moi j'avais des ambitions artistiques un peu plus. J'avais envie de faire mes preuves, quoi, parce que si tu veux, l'heroic fantasy était particulièrement méprisé à l'époque. Par qui? Par le milieu de la bande dessinée en général, quoi. Ouais, vraiment. Ouais, moi je voyais des vieux dessinateurs qui me disaient, oh là là, tu ferais mieux d'arrêter, quoi. Des trucs vraiment durs, hein, quand même. Alors que ça marchait. Bah, ça marchait, mais c'était le début, quand même. Ouais. C'était le début. Donc moi j'avais des, si tu veux, l'heroic fantasy déjà c'était un petit peu en dessous c'était considéré un peu comme de la merde, quoi. Mais en dessous de la merde, il y avait encore le jeu de rôle, quoi. Donc comme nous on venait du jeu de rôle, c'était c'était vraiment le fond de la fosse, quoi. Ouais. Alors c'est pour ça qu'après j'ai fait une BD qui s'appelait Xoko. Et alors, Xoko, par contre, là, j'ai essayé de faire quelque chose de vraiment remarquable en m'inspirant de cadrage de cinéma, en faisant quelque chose d'hyper réaliste. Ouais, graphiquement très graphique, ouais, voilà. Moi, je m'inspirais des films noirs expressionnistes américains, etc. Alors, il y a une qualité de découpage, d'image qui, bon, bah, là, il n'y avait rien à dire, quoi. Bon. Ouais, et tu nous expliques qu'à ce moment-là, tu es mieux reconnu par tes pairs. Oui, ça commence. Mais malgré tout, moi, je sais pas faire de la ligne claire et tout ça. C'est pas ma culture, quoi. Qu'est-ce que tu appelles de la ligne claire? Ben, la BD franco-belge, quoi, vraiment. D'accord. Avec, tu sais, un tracé au noir et puis une mise en couleur à plat, voilà. D'accord. Voilà. Moi, je fais des choses à l'aérographe, en relief, avec des collages et tout. Et bon, c'est quelque chose qui est mal accepté, quoi, au départ. Ouais. Alors que c'est magnifique, hein. Ah bah aujourd'hui, c'est reconnu, quoi. Ouais. Mais, et même, je sais que des pages de Xoko aujourd'hui, il y a certaines qui ont une cote extraordinaire, quoi, dans les ventes aux enchères et choses comme ça. Donc c'est beaucoup plus reconnu. Maintenant, c'est devenu une sorte de classique, quoi. Voilà. Ouais. D'accord. Bon, après, c'est les types qui ont notre âge qui connaissent ça, mais c'est pareil. Xoko, à l'époque, en bande dessinée, ça n'existait pas, quoi, cette approche-là. D'accord. Avec des cadrages et des enchaînements cinématographiques. Xoko, l'histoire, c'est c'est une histoire un petit peu à la Lovecraft, mais qui tourne autour de légendes indiennes. C'est un couteau aztèque maudit qui cherche à se réincarner dans le New York des années 30, quoi. Voilà, pendant la Prohibition. Et c'était très teinté de chamanisme. Moi, je lisais beaucoup de Carlos Castaneda à l'époque. Je tirais beaucoup sur le joint et puis je lisais Carlos Castaneda. Ça t'inspirait? Ouais, carrément, ouais. Et alors après Xoko?
Après Xoko, j'ai fait encore complètement autre chose. J'ai fait Chat. Alors Chat, moi j'ai travaillé à cette époque-là avec Pat Mills, qui est Pat Mills, il est surtout connu comme étant le co-créateur du Judge Dredd. Voilà. D'accord, ok. Hein, là, qui avait été adapté plusieurs fois au cinéma. Oui, par Stallone, il me semble. Par Stallone, voilà. C'est pas un très bon film, mais Non, effectivement, je l'ai vu, ça m'a pas laissé. ça t'a pas laissé un souvenir Le impérissable. film, en tout cas, m'a pas laissé un souvenir Mais, impérissable. la BD est très punk, et le juge Dredd, c'est une sorte de caricature des justiciers, un peu à la Charles Bronson qu'il y avait à cette époque-là, quoi. Donc, il est à la fois jugé bourreau, et puis il est inflexible, il a aucun sens de l'humour, etc. Mais finalement, c'est de l'humour noir, c'est assez drôle, quoi. Et alors, Chat, ça raconte une histoire plutôt futuriste. Et c'est un livre qu'on a sorti, je pense, trop tôt, quoi. Parce que ça raconte un petit peu l'Amérique de George Bush et l'Amérique de Trump, d'ailleurs. Là, il y a des planches qui ressortent sur Facebook où on voit les Américains chrétiens dans l'espace, etc. Il y a toute cette culture de la bien-pensance manipulatrice. Et les sorcières sont un peu les premières féministes, quoi. Et c'est une jeune femme qui se fait tuer pendant l'Inquisition en France, à Toulouse, et qui lance une malédiction à ses bourreaux, qui sont des démons. Et la malédiction opère bien plus tard dans le futur, aux États-Unis, quoi. Et elle est l'enquêtrice qui est lancée sur cette série de meurtres, quoi. Et elle va découvrir que, en fait, elle est l'initiatrice de tout ça. Et découvrir en même temps les dessous de la société, quoi. Donc on se moque beaucoup de la société de consommation. Il y a tout un passage, à l'époque, Internet n'existait pas vraiment encore, mais nous on avait pensé au cybersex, où les types ont tout un appareillage et ils se branchent sur leur ordinateur et ils ont des casques de réalité virtuelle et puis des vibromasseurs et tout un tas de trucs comme ça. Ouais. Et le cybersex, c'est quelque chose qui est comme une drogue qui est interdite par l'État. Et puis en cours d'histoire, on s'aperçoit que c'est l'État qui le génère pour faire fonctionner sa police, etc., quoi. Voilà. C'était complotiste, mais 20 ans avant qu'on parle de complotisme, quoi, voilà. Et donc, il y a cette histoire de Chat. Et puis, à la fin de Chat, avec Pat Mills, on était tous les deux un petit peu fatigués des éditeurs par moment. Parce que... C'est une histoire qui est racontée sur ta page, enfin sur l'article Wikipédia qui t'est consacré. Effectivement, là, on sent qu'il y a un léger agacement. Au bout d'un moment, on était un peu fatigués. Parce que, moi, comme j'avais eu beaucoup de succès avec les chroniques de la Lune Noire, on voulait me faire du chronique de la Lune Noire jusqu'à la fin de mes jours, quoi. D'accord. Ouais. Donc, moi, j'avais envie de faire d'autres choses. Et puis, avec Mills, on a fini par s'associer pour créer les éditions Nickel. Et c'est là qu'on a publié Requiem Chevalier Vampire, quoi, qui raconte l'histoire un petit peu à la Roméo et Juliette d'un nazi qui est amoureux d'une juive et qui en fait la perd pendant elle est tuée, envoyée dans les camps de concentration, et lui devient fou sur le front russe, quoi. Et il se met à tuer, à violer des femmes, etc. Si bien que quand il meurt, il se retrouve en enfer, quoi. Et en enfer, dans l'enfer qu'on a imaginé, résurrection, les pires criminels sont les plus gradés, quoi. Et il y a des castes, on a imaginé, par exemple, les intégristes religieux se réincarnent en loup-garou, les hypocrites se réincarnent en ghoul, les crétins se réincarnent en zombies. Les meurtriers, par exemple, eux, ils se réincarnent en vampires et ils sont la caste dominante, quoi. Et il va se rendre compte qu'en enfer, en fait, l'amour de sa vie, là, Rebecca, est prise aussi en enfer. Parce que les victimes suivent leur bourreau en enfer, quoi. Donc, pour les tourmenter. Double peine. Et eux, ils ont la double peine. Ouais, les victimes ont double peine. Justement, c'est assez amoral, hein, quand même. Et Requiem est tout en rouge et noir, quoi.
Il y a une apparence comme ça, très violente, très gothique, très sombre. Très gothique, oui. C'est l'impression que ça m'avait laissé c'est quand très, j'ai très lu les gothique. premiers. Ouais. Oui. Voilà. D'accord. Et, Et ça, à ma connaissance, c'est ton deuxième gros succès, j'ai envie de dire, après le... après Ou les alors je me chroniques. trompe, après les Oui, chroniques, oui, ouais. oui. Parce que celui-là, j'en ai pas mal entendu parler. Ouais. Dans les rayons de la FNAC, pour des librairies, j'avais déjà vu aussi Joko, ça ne me disait rien, mais je suis pas tombé dessus, mais les Requiem étaient en bonne place, quoi. Hein. Il y a toujours Ouais, eu, puis bon, si tu veux, il y a les scores de vente, hein, mais au box-office, mais il y a aussi le- l'impression qu'une œuvre laisse dans une époque, quoi. Oui. Hein, il y a les gens se rappellent de certaines choses quand tu reviens en arrière, tu vois. Si par exemple, tu regardes des films qui ont eu le plus de succès une année, et ceux qui t'ont le plus marqué, c'est pas forcément la même chose, quoi. Tu vois. Oui. Donc Requiem, c'est pareil, c'était tellement radical que c'était marquant, quoi. Ouais. Alors, c'est vrai qu'à cette époque-là, ça détonnait, quoi. Ça détonnait, Requiem. Alors, on va en parler un petit peu, mais avant, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on reparle un peu plus en détail de ton univers médiéval fantastique, érotique, et surtout, tu as un dessin très reconnaissable. Alors, on en parlait avant de commencer à filmer l'interview. T'as un dessin qui, d'abord, m'a interrogé parce que je me suis aperçu, je me suis posé la question, tu me l'as confirmé, il a été très copié. Alors d'abord avec les Chroniques de la Lune Noire, parce que c'est vrai que moi quand je commence à lire les Chroniques de la Lune Noire, ben, je ne fais pas attention au fait que tu n'as dessiné que les 5 premiers. Ouais. Parce que, alors là, je me dis avec le recul, ayant un peu d'expérience, que ça a été copié volontairement pour qu'on garde une continuité dans le dessin sur la suite de l'histoire. Et puis je continuais de faire les couvertures aussi. Ça, j'ai vu. Cette continuité, ouais, quoi. Je m'en suis aperçu, les couvertures, et le dessin était très, très ressemblant, en fait. Donc je me dis que tu as été copié, mais là, je pourrais me dire, c'est l'éditeur qui l'a voulu, puis ça pouvait se comprendre. Mais ensuite, je lis d'autres de tes dessins où on reconnaît bien ta patte, comme Requiem, et puis je te dis... D'ailleurs, je fais la bourde quand j'étais au téléphone pour préparer l'interview. Je te dis, mais c'est toi qui as dessiné 666 aussi. Et en fait, tu me dis non. Et là, je m'aperçois que, effectivement, d'abord, je me suis un peu mal renseigné, autant pour moi. Ouais. Mais surtout, ton dessin, là, on a l'impression que c'est... Enfin, c'est le dessin qui me fait dire que c'est encore toi. Ah oui, mais Franck Tacito, il s'est pas mal inspiré de mon travail. Ouais. Donc, au-delà du fait que tu aies réussi, on a l'impression que tu as laissé une trace indélébile dans la bande dessinée française, quoi, quelque part. J'ai ma place, quoi, voilà. Ouais. Mais toujours, c'est assez marrant, hein, parce que je vois des petits jeunes qui copient mes dessins, c'est sympa, quoi. Ouais. Pas simple de copier tes dessins, parce que moi je me souviens que quand j'étais gamin, j'avais 10 ans, j'arrivais à recopier Yakari, hein, mais là c'est pas du tout les mêmes. Ouais, c'est plus compliqué là. T'as un dessin quand même très très fouillé, quoi, mais qui quelque part nous plonge, enfin moi c'est ce que j'appréciais beaucoup avec aussi bien Requiem qu'avec les Chroniques de la Lune Noire, c'est que ça contribue vachement à ce qu'on rentre dans l'histoire et qu'on... c'est très plaisant. Hein. Carrément, c'est tout ce côté baroque. Hein, je sais que par exemple, j'en parlais avec Jean-Pierre Dionnet, lui, il est de l'ancienne école, et il est pour les purs. Et on en a parlé, moi je suis pas pour les purs du tout, quoi. Je trouve que c'est une erreur. C'est une erreur qui date des artistes des années 60, surtout, 60, 70. Pour moi, je vois pas où ils veulent en venir avec cette épure. Quand je regarde l'univers autour de moi, il est sophistiqué, il est compliqué. On parle tout le temps du Japon, des choses comme ça, mais tu regardes tout l'art japonais, en fait, c'est très compliqué, quoi. Les estampes japonaises, les armures japonaises, tout est complexe. Et moi, je trouve que je m'épanouis beaucoup plus dans ce genre de représentation qu'être dans la recherche du vide, quoi. D'ailleurs, on voit, il y a eu des mouvements à une époque, hein, comme Moebius et tout ça, qui ont essayé d'épurer au maximum. Et moi, je m'y retrouvais pas. Je préférais quand il faisait plein de détails, de petits traits, etc., quoi. Ouais. Est-ce que c'est une recherche d'un peu plus de réalisme quelque part dans le dessin ? Non, c'est parce que je veux que les gens rentrent dans mon univers mental, quoi. Si tu veux être un artiste, c'est rentrer en communion, en tête à tête, de cœur à cœur avec son lecteur.
Et quelque part, moi j'ai envie qu'il rentre dans mon univers mental, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a tous ces détails, etc. C'est une richesse qui fait une sorte de surcharge visuelle, quoi, qui permet de rentrer dedans. Bah, disons que quand tu lis Tintin, tu t'attaches à l'histoire. Quand tu lis les Chroniques de l'Œil Noir, il y a plus que l'histoire. Il y en a à découvrir à chaque page. D'ailleurs, c'est un plaisir de le relire pour cette raison-là. Et donc, fais un... pour l'érotisme, alors, si tu veux, ça commence avec les Chroniques de la Lune Noire, quoi, avec il y a ce personnage qui est assez sadique de la succube, qui est une femme démon, quoi, qui une belle rousse, quoi, qui plaît et toujours énormément, quoi. La succube, on me la demande toujours beaucoup. C'était assez marrant parce que les gens aiment bien cette nana qui est assez perverse, méchante, etc. Et il y a un côté pareil comme sur ta chaîne. On peut voir parfois de domination, etc., et de consentement. C'est assez particulier, quoi. Et c'est vrai que dans les histoires d'heroic fantasy, en général, il n'y avait pas ça, quoi. Les femmes étaient souvent des potiches, quoi, en réalité. C'était la princesse à sauver, et voilà. Donc, cette image de femme forte qui, en plus, remplace... parce que au départ, le héros a une amante, c'est Fedreva, l'elfe gentille. Et Fedreva... Qui a du caractère, quand même. Ouais, mais elle se fait tuer... Et elle est remplacée par une vraie peau de vache, super belle, mais... en fait, ça a énormément plu, quoi. Il y a un plan qui fait une double page, d'ailleurs, qui explique bien ça. C'est que, en plus, c'est un fantasme. C'est-à-dire qu'elle le dit très bien. Elle peut être n'importe qui. Ah, elle peut prendre toutes les formes. Voilà, que le héros voudrait. Donc ça, c'est un fantasme typique, hein. Quelque part vivre sans vie, puis en plus avoir toutes les amantes en une seule. Hein. Et donc, dans les chroniques, il y a pas mal de nudité, quoi. Ouais. Hein, il y a pas mal de nudité. Et c'est pour ça qu'au départ, les libraires, les représentants, etc., savaient pas trop comment le prendre, parce que ça ressemblait un peu à un truc pour ados, mais en même temps, il y avait toute cette violence et cette sexualité qui était sous-jacente tout le temps, quoi. Oui. Mais c'est quelque chose qui m'étonne parce que par moments, j'ai l'impression qu'effectivement, au début, quand je suis gamin, on n'en entend pas du tout parler. Pour donner une idée, je vais le répéter, je l'ai déjà dit, mais j'ai 51 ans. Et quand j'ai 10 ans, nudité dans la BD, comme tu le disais bien d'ailleurs, la BD, c'était pour les enfants. Hein. Il n'y avait pas beaucoup, ou très peu, à ma connaissance, de BD pour adultes, ou en tout cas pour jeunes adultes. Et effectivement, il y a un tournant qui s'opère et qui est assez brutal, inattendu, parce qu'à un moment, alors ça ne concerne pas forcément la BD, parce qu'à mon sens, ça vient filtrer dans tous les arts, parce qu'à un moment, je vais à la Fnac, pour moi, c'est grand public, la Fnac, et je retrouve dans les rayons de la Fnac la légende du démon de Urotsuki Doji. Là, on n'est plus dans l'érotisme, hein, on est dans de la pornographie. Enfin, je ne sais pas si tu connais cette œuvre-là, on est carrément dans de la pornographie. Et là, je me dis, mais... qu'est-ce que ça fout à la Fnac, en fait, quelque part et je suis un peu surpris. La BD était en retard, quoi. Parce que à la télé, quand j'étais gosse, il y avait des femmes nues partout, quoi. Il y avait, comment il s'appelait, Colaro, quoi. Il y avait la Playmate tous les jours, ou je sais pas quoi, ou toutes les semaines. N'importe quelle pub pour le camembert, il y avait une femme nue. Au cinéma, toutes les actrices étaient nues. À l'époque, on voit que toutes les actrices, si on cherche bien... j'avais vu une émission là-dessus, même Annie Cordy, il y a un film où elle est nue, tu vois. Donc la BD était restée un petit peu comme ça, un petit peu en retrait, quoi. Ouais. Et puis ça s'est débloqué d'un coup, c'est ça, au début des années 90, moi je dirais. Ouais. Et en même temps, ce que j'apprécie, c'est que dans la plupart des œuvres, et dans les tiennes en particulier, c'est pas vulgaire. Non. Non, d'ailleurs, moi j'ai un gros public féminin. Ouais. Surtout sur Requiem, d'ailleurs. Je suis un petit peu là grâce à ça. Ouais. C'est une personne que j'ai interviewée qui se reconnaîtra, qui m'a incité à t'interviewer. Dans tes personnages, tu l'as dit, notamment c'est le cas de la succube, on est sur des personnages qui ont une moralité douteuse, on peut dire ça comme ça.
De la part d'une succube, c'est pas étonnant, mais on retrouve un personnage qui ressemble un petit peu à ça dans Requiem. C'est Lady Claudia, Claudia Demona. Claudia Demona, qui est une sataniste et qui est un personnage qui est pareil, qui est totalement libre, qui est perverse. Et puis bon, il faut voir que dans Requiem, toute la morale est inversée, quoi. C'est-à-dire que les gens bien sont mal vus, les gens mauvais sont mis en valeur. Et comment dire, comme pour la succube, en fait, Claudia représente quelque chose. C'est une sorte d'interdit, quoi. Donc toute cette perversion, beaucoup de gens aimeraient bien la vivre, mais ne peuvent pas. Donc ils vont la rechercher et le vivre à travers des personnages comme ça, par procuration, quoi, en quelque sorte. Et c'est des personnages qui sont extrêmement populaires, en fait. Ouais. Extrêmement populaires. Et on voit ça dans mes BD, mais on peut voir ça aussi dans les BD pour enfants, etc. Tout ce que papa et maman interdisent de faire, le personnage de BD, lui, peut le faire. Donc, en revenant de l'école, ils peuvent lire tout ce qu'ils n'ont pas eu le droit de faire dans la journée. Et pour les adultes, en fait, c'est exactement la même chose, quoi. Je pense, il y a beaucoup de choses qu'on peut pas se permettre de faire ou de dire, et c'est bien de pouvoir le vivre à travers des personnages comme ça. Voilà. Maintenant, ce dont j'aimerais que tu me parles, qu'on parle ensemble, c'est des œuvres qui sont spécifiquement orientées érotisme pour toi. Celle que m'a fait découvrir The Red Riding Hood dans l'interview, le BDSM, c'est Belle de nuit. Qui, quand je suis arrivé, avant qu'on commence à filmer, me l'a montré tout de suite. Bon, quand elle en parlait, elle avait les yeux qui brillaient. Là, t'avais une fan, hein, tu la perdras pas demain. Et effectivement, elle me montre cet artbook qui est magnifique. Et elle m'en montre un autre, il me semble, qui s'appelle, je suis pas sûr du nom, mais où il y a des fées. Fées Amazon. Fées Amazon, voilà. Et qu'est-ce qui te pousse à dessiner justement ça, ou faire un artbook spécifiquement sur ce sujet-là? Parce que là, on va assez loin. D'ailleurs, tu m'as autorisé à publier des dessins dans leur interview de bondage. Ah oui, oui. Donc, qu'est-ce qui te pousse à faire essentiellement ça? Disons que c'était un peu particulier, parce que à ce moment-là de ma carrière, je commençais à travailler en galerie d'art, vraiment, et je visais un petit peu à travailler pour des galeries qui n'étaient pas spécialisées bande dessinée, quoi. Et puis, comme mon agent était l'agent de Manara à une époque, et puis de Liberator, qui avait fait Rand Xerox, moi je lui disais que j'avais jamais fait de livre érotique et puis que je me lancerais bien dans cette aventure, quoi. Et là-dessus elle m'a soutenu, quoi. Puis c'était le moyen pour moi de faire comment dire ce qui se passe dans Belle de nuit, c'est que il y a tout un travail sur la matière. Et donc, c'est un livre qui toutes les peintures sont pratiquement en noir et blanc. Et il y a des fonds qui sont texturés, la peau qui est blanche et lisse, quoi. Et puis, avec ça, j'intégrais des collages de dentelle, quoi. Donc, ça se prêtait particulièrement bien à faire de la lingerie. Et après, il y a toute une partie qui est comme c'est en noir et blanc, de cuir lisse, quoi. Donc, t'as intégré du cuir dans certaines de ces... Non, mais je dessinais du cuir, oui. D'accord. Je dessinais du cuir. Et puis moi, après, par goût personnel, c'est vrai que j'aime bien quand ma femme met des bottes et des choses comme ça, quoi. Donc, il y avait ce côté un petit peu fétichiste qui m'intéressait. Et donc j'ai commencé à travailler là-dessus, et bon, en fait, je me suis beaucoup épanoui dans ce travail. Moi, comme c'était mes débuts en peinture, j'avais tout ce développement de l'érotisme à travailler. Pour éviter d'être dans la pornographie, j'ai évité il n'y a aucun homme dans tout le livre. C'est uniquement des femmes, quoi. Je voulais travailler sur les costumes, la mise en valeur du corps. Et puis après, ce que j'ai fait, c'est qu'il y avait beaucoup d'hommages à des peintures, à des dessins érotiques et des peintures érotiques
d'une période que j'aime bien, moi, c'est toute la période symboliste, quoi. Donc, il y avait des clins d'œil à Klimt, à Egon Schiele, par exemple. Ça c'est très présent dans la BD, dans le recueil. Et je les ai retravaillés, mais de façon plus fétichiste, quoi. C'est-à-dire que je leur ai rajouté des bottes ou des choses comme ça, quoi. Moi, je me suis bien amusé à faire tout ça, quoi. Le fétichisme t'a inspiré, enfin en tout cas Ouais, carrément. certains fétichismes. Ouais. Et comment dire, en fait, ça a été particulier parce que le livre a pas mal fonctionné, mais en exposition, il y a eu des choses qui se sont mal passées avec les galeries, et ensuite, avec mon agent, on s'est aperçu que c'était extrêmement dur à exposer, quoi. Oui. C'est-à-dire que on n'avait pas de galerie pour exposer ça, et encore aujourd'hui, quand je dois exposer quelque part, et ben mes belles de nuit, elles sont mises de côté, quoi, parce que si j'expose dans une mairie, si j'expose dans une médiathèque ou à la chambre de commerce, par exemple, comme à Angoulême, on me dit, ouais, mais tu comprends, Olivier, c'est pas notre image. Il y a certaines des personnes qui viennent chez nous, après, on va avoir des explications à donner, etc. Donc, et puis je pense, depuis quelques années, le champ de l'érotisme s'est réduit, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu une explosion dans les années 90. Je pense que exposer Belle de Nuit dans les années 80, 90, il n'y aurait pas eu de problème. Mais aujourd'hui, en 2025, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Si bien que, par exemple, toi, je ne sais pas où est-ce que je pourrais faire une exposition Belle de Nuit, quoi. Mais qu'est-ce qui est exposé? Parce que quand je t'en parle, et notamment pour pouvoir intégrer dans l'interview du couple pratiquant BDSM, c'est une galerie d'art qui m'envoie les dessins. Oui, mais il faudrait que tu vois comment c'est fait. Parce que la galerie d'art en question, elle est rue Choron, et elle est à côté d'une école primaire catholique, quoi. Ouais. Donc il y a tous les parents qui attendent de leurs enfants le soir devant la galerie, quoi. Et le galeriste, dont le gamin est dans l'école en question, ouais. m'a dit, écoute, on va mettre les trucs les plus soft devant, et puis on va mettre tout le reste derrière, quoi. Comme ça, les gens peuvent pas le voir depuis la rue, quoi. D'accord. Tu vois, donc c'est pas si net que ça. Ouais. Mais est-ce que c'est pas de l'autocensure? Parce que s'il avait fait l'inverse, il aurait peut-être eu, au lieu d'avoir une répartition dans la rue des parents à peu près homogène, à droite et à gauche de l'école, il aurait peut-être eu tout le monde devant sa galerie. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'autocensure? Tout le monde a peur d'avoir des problèmes maintenant. Donc, ouais. Mais bien sûr qu'il y a une autocensure. Mais quelque part, j'ai la sensation, je peux me tromper, mais j'ai la sensation que, en particulier les réseaux sociaux qui donnent un écho important à ceux qui voudraient censurer, mais qui finalement sont pas si nombreux, leur donnent une importance qu'ils ne devraient pas avoir. Ouais, sans doute. Moi, c'est ce que je pense aussi. Ouais, c'est ce que je pense. C'est ce que je m'aperçois avec mes publications sur Facebook, par exemple. Mais maintenant, j'ai arrêté, d'ailleurs, parce que je suis interdit. Sinon, j'ai des soucis, quoi. Alors, sur les réseaux, ils veulent pas de tétons, quoi, typiquement. Ouais, quand on regarde Belle de Nuit, il y en a quand même. Hein. C'est passé pendant longtemps, et puis là, maintenant, je me suis fait rattraper par la patrouille, et je peux plus. Même, par exemple, les couvertures des Chroniques de la Lune Noire, où tu as la succube qui est nue, celle-là, elle a été censurée, quoi. Supprimée, quoi. D'accord. Ouais. D'accord. Okay. C'est plus censuré que dans les années, je dirais, fin 90, quand il y avait les catholiques qui militaient à la FNAC pour interdire des bouquins, quoi. Ouais. Parce que à l'époque, les catholiques, les libraires et tout ça leur disaient, on fait ce qu'on veut, quoi. Et ils les fichaient dehors. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde a très peur, quoi. Ouais.
Donc, Mais j'ai l'impression qu'elle vient de là, la censure. Elle n'est pas forcément une émanation de ce que pense la majorité de la société. Non. J'ai l'impression qu'on s'auto-censure beaucoup. Ouais. Mais qu'on s'auto-censure en particulier, on est un petit peu en train de faire une digression, mais on est dans le thème quand même. J'ai l'impression qu'on fait une autocensure parce qu'on applique des règles qui sont des règles qu'imposent les réseaux sociaux, mais là j'ai envie de dire ce sont malgré tout des règles privées. Facebook, c'est pas une émanation d'un État. Et qui finalement, on prend ça pour argent comptant et on l'applique partout. On devrait pas. Ouais, mais c'est plus large. Hein. En fait, je pense que dans les sociétés, tu as un mouvement de balancier. Et qu'il y a des moments où c'est plus libéré et d'autres moments où ça se resserre, quoi. Ouais. Là, par exemple, les Belles de Nuit, moi je les avais en vente sur une exposition en Bretagne. Et les vendeuses disaient à la responsable qui a une cinquantaine d'années, elle disait, quand même, nous ça nous gêne de vendre ça, parce que t'as vu l'image de la femme, etc. Et alors elle comprenait pas, elle me dit quoi, c'est quoi l'image de la femme? Elles sont belles, c'est quoi le problème? Oh ouais, quand même, tu sais, elles sont traitées comme des objets, et elle, qui vient de la même génération que moi, ça lui n'était même pas venu à l'esprit, quoi, tu vois. Mais ça, c'est l'influence, effectivement, des réseaux sociaux, de MeToo. Il y a quand même un raidissement de la société. Un resserrement, oui. Ouais, autour de tout ça, ouais. Bon, en tout cas, au moment où tu commences à en faire, et en particulier quand tu démarres ta carrière, l'érotisme est là, s'impose bien, quelque part. En tout cas, marche bien, c'est-à-dire que c'est pas juste de l'érotisme. Il se trouve que ça s'intègre bien dans l'histoire que tu racontes. Oui. Et moi, j'ai la sensation que ça a contribué, que tu fais partie des premiers, pour ce que j'ai pu découvrir moi, en tout cas, que ça a contribué à démocratiser, quelque part, ça. C'est en train de se resserrer un petit peu en ce moment, tu n'es pas le premier. Disons que ça se resserre, mais bon, la société n'est pas d'un seul tenant, quoi. C'est-à-dire que moi, je m'aperçois que en dédicace, par exemple, Belle de Nuit, je dirais que c'est peut-être pratiquement moitié-moitié homme-femme. Il n'y a pas de... Au départ, je pensais que c'était que des hommes qui achetaient, mais en fait, non, c'est beaucoup de femmes. Donc, moi, j'évolue beaucoup dans le milieu gothique, et les gens sont plus libres de penser, quand même, dans ces milieux-là, quoi. Ouais. Hein. Et plus respectueux aussi. D'accord. Tu vois. Dans le milieu métal, c'est pareil, quoi. On aurait tendance à croire qu'ils sont un peu réacs, mais en réalité, tu vas au Hellfest ou des choses comme ça, il y a des filles qui se baladent torse nu, il n'y a pas de problème, quoi. Et donc c'est vrai que tu vois qu'il y a des pans de la société qui sont un petit peu sous-marinés, quoi, et qui eux, on voit pas de problème, quoi, sont libres avec tout ça. Ouais. Mais il y a une tendance qu'on va retrouver, tu vois, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de nudité à la télé ou des choses comme ça, c'est pas pareil. Enfin, je dis ça, moi, j'ai plus la télé, mais depuis 10 ans, mais pour ce que j'en vois, il y a un côté à la fois beauf, serré du cul, qui est quand même de plus en plus présent, quoi. Ouais. Ça, c'est clair. Ouais. Ouais. C'est ce qui va m'inciter à parler d'éducation sexuelle dès que je vais pouvoir le faire à visage découvert, parce qu'effectivement, je constate une société dans laquelle on a soit des personnes, j'aime pas dire ça comme ça, mais je reprends ton propos, des personnes resserrées du cul, ou pas de nudité, mais j'ai envie de dire pas du tout, et à côté un autre pan de la société, en tout cas des médias, où il suffit de se balader sur Internet, où on voit ça, puis alors c'est pas juste de la nudité, c'est même pas de l'érotisme, c'est de la pornographie à toutes les sauces. Ouais. Et j'ai l'impression qu'entre ces deux extrêmes, l'un pouvant être influencé par l'autre, on n'a aucune nudité, entre guillemets, normale. Ouais, puis il y a une mise en... Comment dire il y a une sorte de marginalisation aussi de l'hétérosexualité, quoi. Maintenant, c'est devenu c'est une façon un peu du féminisme, je trouve. Ouais. Ouais. D'accord. Ouais. Moi, je le ressens pas comme ça. Ouais. Dans le sens où beaucoup de gens ont cette impression, au contraire, que il faut réussir à se libérer d'une hétérosexualité non pas dominante, parce que de toute façon, elle le sera toujours comme ça, ça les gêne, mais écrasante des autres minorités.
Ouais. Beaucoup le ressentent comme ça. Donc Ouais. bon, c'est un sujet que j'aborderai, ou que j'ai déjà commencé un petit peu à Ouais. aborder, mais oui, je peux comprendre que ce soit vécu comme ça, parce Oui, puis qu'effectivement, dans les tu médias, sais, on a l'impression qu'on parle de plus en plus des minorités et que ça vient finalement éclipser après, il la faut voir un majorité. truc, c'est que les médias s'adressent aux vieux. Mais la jeune génération, elle, fonctionne pas, fonctionne plus pareil. Tu Ouais, c'est l'impression que tu as, toi. vois. Ah ouais. Je le vois par rapport à des proches, et puis je le vois aussi par rapport aux gens que je rencontre dans mon travail, quoi, en dédicace, quoi. C'est plus, ça fonctionne plus exactement pareil, quoi. Mm. On approche de la fin de cette interview. Je voudrais dire on va filmer tout de suite une deuxième vidéo à propos de ton association Olivier Ledroit BD et Autisme, que tu as montée maintenant il y a 2 ans, Oui, ça va faire 2 ans. Mm. et qui paraîtra, pas tout de suite, puisqu'elle paraîtra sur la chaîne YouTube que je vais créer, qui n'est pas encore créée, qui parlera de la protection de l'enfance. Également, tu m'as proposé, tu as accepté de faire pour Red Riding Hood un petit quelque chose, un petit dessin. Voilà, je vais te filmer après ça. Tu as une actualité en septembre, tu as 2-3 choses qui vont arriver. D'abord, tu as annoncé tout à l'heure que tu avais le 13e tome de Requiem, Chevalier Vampire, qui va sortir. Oui. Et puis, tu as une actualité en septembre, tu m'as dit à la rentrée. Oui, oui, oui. Alors là, je commence à travailler sur le tome 13 de Requiem, mais qui devrait être prêt dans 18 mois environ. Hein. D'accord, Donc, ah oui, c'est tu pas pour tout de commences là à suite. travailler dessus. Ouais, voilà, je commence. Je viens de finir une nouvelle qui sortira dans un recueil Métal Hurlant spécial Hellfest. Ouais, moi, je vais aller au Hellfest cette année pour dédicacer. D'accord, bah maintenant Et que tu viens de le puis, dire, les gens vont t'y retrouver en masse, ils vont te chercher. et puis, comment dire, après, là, j'ai une expo en mars sur le thème des fleurs du mal et de Baudelaire. J'ai illustré, ça va être un gros bouquin en format à l'italienne, 30 par 40, donc ça va faire un livre qui, une fois ouvert, fera pratiquement 80 cm de large. Un beau livre. Et ouais, un beau livre. Et donc là, il y aura une centaine de peintures environ et de dessins sur les poèmes de Baudelaire, quoi. Alors donc là, c'est pareil, tu verras. C'est assez, il y a pas mal de nudité aussi parce qu'il y a beaucoup de poèmes qui sont dédiés aux femmes hein, chez Baudelaire, à la féminité. Et donc ça sortira en septembre, ça sortira en novembre, pardon. Et en octobre, j'ai un livre d'entretien sur toute ma carrière qui s'appelle La Nef des Songes et qui sortira au mois d'octobre. D'accord. Bah, ce que tu fais, c'est qu'à chaque fois que ça sort, tu m'envoies un petit mail, je me Oui. ferai un plaisir de faire une publication. Bon, en tout cas, je veux te remercier pour C'est moi. cette interview, avoir accepté de me recevoir dans ton bureau. Donc, merci beaucoup. Ben, c'est moi qui te remercie. Bon. C'est impressionnant de voir à quelle vitesse tu fais ça. Ah bah après, il y a 30 ans de métier là. Hein. Ouais. Tu
préfères que je te parle pas là pour que tu te concentres? Non, 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 ça m'est égal, vas-y. La question que je me pose, c'est que tu commences à dessiner quand, en fait? Parce qu'on n'en a pas trop parlé, hein. Oh, enfant, j'ai commencé à dessiner. Ouais, tu commences vraiment. enfant, ouais, forcément. Ouais. Ouais, ouais. Non, non, j'étais celui qui faisait tout le temps des dessins en classe, Ouais. sur ses cahiers. Voilà. C'est de l'aquarelle, ça. De l'encre. D'accord. De l'encre aquarellable, oui. D'accord, ok. Parce que ça ressemble un peu Ouais. à ça. Ouais, c'est impressionnant, la vitesse à laquelle tu fais ça. C'est une reproduction d'un dessin que tu as déjà fait ou t'as une, comme ça, une... Non, j'aime bien faire ce genre de dessin. Je fais pas ça dans les livres. Ouais, C'est ce que j'ai développé un petit peu en faisant des dédicaces, quoi, plutôt. d'accord, Parce qu'il y a un petit côté, tu vois, un peu performance, quoi. J'aime bien. d'accord, ok. Mais l'idée de ce que tu allais dessiner, elle t'est venue comme ça, quoi. Oui, j'improvise. D'accord. Ah ouais, voilà, c'est la question que je me posais, c'est une impro, ouais. D'accord, ok. Ah. Voilà, ça c'est sur un support
Ça s'appelle un shikishi, quoi. C'est des petits cartons à dessin japonais D'accord, qui sont couverts de papier aquarelle, d'accord. papier à la vie. Et c'est assez agréable à travailler, quoi. Je suis en train de m'inquiéter d'autre chose. Oui. C'est que ça va prendre un certain temps à sécher. Non, tu vois, c'est presque sec déjà. D'accord, ok. Parce qu'en fait, là, quand je vois la forme du carton, ça se referme ensuite, quoi. Ouais. D'accord, ouais, Ouais. ouais, on va lui laisser sécher On va le temps de laisser faire. on va Ouais, lui laisser le temps quand même. D'accord, un petit peu, ok. mais Ok. voilà, quoi. C'est magnifique. Je vais remettre un petit coup sur les. Voilà. Ouais, super, merci beaucoup. Ça me fait autant plaisir de voir ça que si c'était pour moi. Ok, Voilà, monsieur. super, super.